Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Formule 2. Oui, on a fait la présentation du premier Grand Prix de la saison en Formule 1, mais là on va faire une présentation de la saison complète de Formule 2, voir tous les pilotes, un petit peu leur pédigré, savoir qui va jouer le titre, qui doit jouer le titre, qui est sous pression, qui n'est pas sous pression. Et puis parler un petit peu du calendrier, même s'il est encore un petit peu approximatif. C'est un peu le même problème que pour la Formule 1. On a le début du calendrier, mais on ne sait pas comment ça va se finir. Ce qui rend cette saison largement excitante. Et donc on va commencer par les changements. Il y a très peu de changements cette année du côté de la F2. On gagne une équipe, c'est Hightech Grand Prix. Il y a une équipe qui change de nom, c'est Ardennes, pardon. L'équipe d'Antoine Hubert l'année dernière, qui devient BWT HWA Race Lab. Donc c'est HWA qui gérait déjà l'équipe depuis quelques temps. BWT reste le sponsor, donc je pense que la voiture restera rose du côté de cette équipe où on aura un Français, plus qu'un Français en Formule 2. Cette année, les voitures, ce sont toujours des Dallara. Le même châssis que depuis 2 ans, depuis 2018. Les moteurs, toujours les Mecachrome. Moteur turbo. La seule différence cette année, c'est qu'on passe aux pneus de 18 pouces contre avant des pneus de 13 pouces. C'est la taille de la jante, précisément, ce qui va engendrer des changements sur la manière dont les pneus vont se comporter. Ils vont refroidir plus vite, par exemple, ou ils vont chauffer un peu plus vite. Donc il faudra bien gérer les changements du côté des pneus et puis du côté de la réglementation pour finir. Le numéro 19 est retiré par la UCI, c'était le numéro d'Antoine Hubert, qui, je vous rappelle, est décédé à Spa l'année dernière. Le 18 est également retiré, donc ce qui fait qu'on va de 17 à 20 pour les numéros de voiture. Et puis sinon, j'ai rien oublié. Ah, aussi, on va parler du calendrier tout de suite, comme ça il n'y aura aucun problème. Du côté du calendrier, eh bien c'est le même calendrier que la Formule 1. Donc on commence ce week-end par le Grand Prix d'Autriche. La semaine d'après, on ira au Grand Prix de Styrie. Le 18 juillet, le week-end du 18 juillet, on ira en Hongrie. Le week-end du 1er août en Grande-Bretagne pour Silverstone, la première manche. Puis le week-end du 8 août, la semaine d'après, la deuxième manche du Grand Prix de Silverstone. Ça sera le Grand Prix du 70e anniversaire, puis le Grand Prix d'Espagne une semaine encore après. On rattaque le 29 août avec le Grand Prix de Belgique, puis la semaine d'après le Grand Prix d'Italie, donc le 5 août. Et pour la suite de la saison, certainement il y aura Abu Dhabi, c'est pas encore sûr, parce que du côté d'Abu Dhabi, les équipes de F2 sont des structures plus petites, donc elles ont encore plus pris la crise de plein fouet, la crise du Covid-19, et puis surtout, il faut le savoir, qu'en Formule 2, les budgets sont déjà ric-rac chaque année pour avoir des pilotes, donc il y a certaines équipes qui ne pourraient ne pas pouvoir faire le déplacement à Abu Dhabi, donc peut-être qu'on n'ira pas du côté de Bahreïn et Abu Dhabi, comme c'était pour le moment prévu lors du calendrier de départ où on devait commencer à Bahreïn et finir à Abu Dhabi pour avoir 2 manches en dehors de l'Europe, avec également le Grand Prix d'Azerbaïdjan, bien entendu, qui n'est pas vraiment en Europe, c'est en Asie, l'Azerbaïdjan. Eh bien, on va parler des pilotes, on va faire dans l'ordre des numéros pour la F2. Pour la F3, on fera un peu différemment, on fera vraiment que les favoris du côté de la F3. De toute manière, on va essayer de faire une vidéo assez rapide, un peu moins entre un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Du côté de Dams, on a 2 pilotes, Sean Gelael et Dan Teichum. Ça va être compliqué pour Dams pour conserver le titre constructeur acquis l'année dernière avec Sergio Sette Camara et Nicolas Latifi qui depuis est monté en F1 chez Williams. Très clairement, on n'a pas le duo de pilotes le plus incroyable. Sean Gelael, c'est le meilleur des pilotes payants, mais ça reste quand même un pilote payant. Si on regarde sa carrière, sa meilleure place en Formule 2, c'est 15e. L'année dernière, ça a été un peu compliqué pour lui en F2, même chez Prema. Donc il change d'équipe également, Sean Gelael, parce qu'il roulait tout le temps chez Prema depuis très très longtemps. C'est quand même un pilote qui a commencé en Asian Le Mans Series, qu'il faut signaler. Il a fait de l'endurance pendant assez longtemps, mais il n'a pas un pédigré, que ce soit dans les différentes formules de promotion dans lesquelles il est passé, exceptionnel. Et en F2, ça reste un pilote qui en est donc à sa 4e saison en Formule 2, sans avoir vraiment été incroyable depuis. Et puis avec lui, c'est l'ancien protégé de chez Red Bull, c'est Dan Teichum. Dan Teichum, qui est un pilote, très particulier. C'est un pilote qui avait été suspendu pendant une saison
parce qu'il avait dépassé c'était je crois en F4 tous les pilotes. Non, c'était en Eurocup. Non, c'était en Eurocup, pardon. Non, même pas en Eurocup. Je redis encore une bêtise. C'était en F4 britannique où il avait dépassé tout le monde derrière la voiture de sécurité, ce qui fait qu'il a eu une suspension d'1 an, tout simplement, de 2 années même, avec une année avec sursis, donc c'était 1 an. Là, je relis en fait la page Wikipédia pour tout vous dire, mais ça a été un gros problème. En plus, son sponsor, c'était Red Bull. Il a eu tout de suite une grosse pression de la part de Red Bull dès ses débuts en sport mécanique. Il a réussi à revenir en F2, en F3, mais sans avoir véritablement un palmarès exceptionnel dans ces catégories. Là, il finit 2e du championnat de Formule 3. Il a remporté par contre 2 fois le Grand Prix de Macao, ce qui reste quand même une référence, mais depuis sa suspension, on va dire, il a du mal à retrouver son niveau. Il était soutenu par Red Bull jusqu'à l'année dernière. On lui avait permis de rejoindre la Super Formula. Il a été très mauvais en début de saison. Il n'a marqué, je crois, que 3 points. Oui, c'est ça. Il a ensuite fait la fin de saison de F3 Europe en montant 2 fois sur le podium. Il a fait le Grand Prix de Macao où il n'a pas gagné. Donc c'est assez étonnant que Dams l'ait recruté, mais il semblerait que du côté de chez Dams, on y croit beaucoup. Il y avait une interview qui était parue avant la période de confinement où Dams nous expliquait qu'il misait énormément sur ce pilote-là. On attaque ensuite, c'est Univirtozzi Racing. Et là, on garde Gu Wanzhou, qui était le meilleur débutant l'année dernière, qui fait partie de la Ferrari Driver Development. On attend énormément de Gu Wanzhou cette année. On attend qu'il joue le titre chez Renault. C'est un peu ce qu'a indiqué Cyril Abitboul, qui joue le titre, qui soit performant sur la saison. L'année dernière, hier sur Canal+, il y avait l'émission En Pôle où il y avait Cyril Abitboul, et c'est vrai qu'il a indiqué que il faisait partie de cette fameuse shortlist pour avoir le volant avec Esteban Ocon pour remplacer Daniel Ricciardo. Il fait partie de cette shortlist avec d'autres pilotes, bien entendu. Il sera en opposition dans cette catégorie-là avec Christian Lundgaard qui est chez ART, mais il a plus d'expérience. Il a fait une première saison très intéressante l'année dernière en étant 7e avec 140 points, même s'il n'a pas gagné de course. Il a été très régulier avec 5 podiums sur la saison et même une pole position également pour le pilote chinois. Ça a été très intéressant pour lui parce que c'était pas un pilote qui nous avait émerveillé en championnat d'Europe de Formule 3. Malgré le fait qu'il était équipier de Mick Schumacher, malgré tout, en F2, ça a été vraiment exceptionnel sa saison et on attend de le revoir dans le haut du classement. On se rappelle quand même qu'il avait été 2e du championnat d'Italie de F4, qui est quand même un championnat de référence du côté de la Formule 4. On continue dans cette équipe Univirtozzi avec un arrivant du côté d'Univirtozzi. C'est Callum Elliott qui rejoint l'équipe Univirtozzi. Un pilote intéressant, soutenu par Ferrari. Ça fait partie des pilotes soutenus par Ferrari avec Mick Schumacher, bien entendu, mais également Robert Schwartzman, qu'on verra bien plus tard dans cette vidéo, dont on parlera. C'est un pilote qui a fait il y a eu des bons coups d'éclat et puis aussi des choses un peu moins bien. Parmi les bons coups d'éclat, il y avait Monza, où il avait été plutôt très performant du côté de cette course-là. Ensuite, malgré tout, c'est un pilote qui qui a pas mal d'expérience en sport mécanique. Hein. Il est né en 98. Bon, encore, ça reste jeune. Je croyais qu'il était un peu plus âgé, Callum Elliott. C'est un pilote qui a plutôt été performant jusqu'à maintenant, avec une 3e place en GP3, par exemple. Plutôt des places d'honneur, hein. Il n'a jamais remporté un championnat, Callum Elliott, mais c'est un pilote qui avait fini, je crois, devant Mick Schumacher l'année dernière, en étant chez Sauber, dans le team Charouz, qui n'est pas la meilleure équipe au monde non plus en Formule 2, donc on attend de lui qu'il continue de performer. Ça sera une année intéressante pour Callum Elliott. S'il arrive à devancer Gu Wanzhou, il pourrait prendre l'avantage sur ses petits copains de l'académie Ferrari. Malgré tout, il sera en opposition avec une équipe qui techniquement est plus performante, c'est Prema, même si l'année dernière Prema n'avait pas été
exceptionnel en termes de niveau sur la saison. Ils avaient fini assez loin. On continue avec ART Grand Prix, qui cette année prend un énorme risque en misant sur 2 jeunes pilotes, sur 2 débutants, ce qui est assez rare dans la catégorie. Normalement, on aime bien mettre un pilote un peu d'expérience qui a déjà 2-3 saisons dans la catégorie avec un jeune, mais ça fait partie des équipes qui ont décidé de miser sur 2 pilotes débutants, 2 pilotes par contre extrêmement prometteur. On a donc le numéro 5 qui est Marcus Armstrong. Marcus Armstrong, c'est quand même un pilote qui a fini deuxième du championnat de Formule 3 avec quand même 7 victoires l'année dernière. Alors certes dans une équipe, 7 podiums pardon, et 3 victoires, certes dans une équipe qui a dominé toute la saison. Il faut le savoir, Prema, l'année dernière en Formule 3, ils étaient vraiment au-dessus du lot. Mais c'est quand même un pilote qui a fini 3e et 2e du championnat Toyota Racing Series, qui est un championnat hivernal australien et néo-zélandais d'un très très bon niveau. C'est un pilote qui a été champion d'Italie de Formule 4, 2e du championnat d'Allemagne de Formule 4, qui sont les 2 championnats de référence dans cette catégorie. C'est un pilote qui a aussi qui a de l'expérience. Il a commencé très jeune avec des Toyota GT86, qui est un championnat néo-zélandais où il avait fait plutôt des belles performances. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience malgré son jeune âge. Il a que 19 ans. Et on verra ce qu'il arrivera à faire dans cette catégorie. Mais c'est un pilote qui est plutôt prometteur. Il avait très très bien fini l'année dernière en F3. Il avait débuté piano, puis il avait très très bien fini. Là, il aura quand même un adversaire sur lequel il va falloir compter également, c'est Christian Lundgaard, même s'il avait fini devant lui au championnat. Mais Prema avait tellement dominé les autres équipes que c'est vrai que Christian Lundgaard avait eu un peu de mal dans la catégorie Formule 3, il faut le dire, mais jusqu'à cette catégorie Formule 3, qui est un petit peu un coup d'arrêt dans sa carrière. Il avait tout dominé, c'est vrai. Deuxième de Rocup Formula Renault, champion là encore de championnat d'Europe du Nord de Formule 4 et championnat d'Espagne de Formule 4 assez largement, en plus je me souviens à l'époque. Ensuite, malgré tout, l'année dernière, ça n'a pas été très bon pour lui en Formule 3. Il a déjà fait 2 courses en Formule 2. Il avait fait les courses à Abu Dhabi en F2 pour ART. Mais en F3, c'est vrai qu'il y a eu quand même une victoire. Il a fait un début de saison intéressant. Ça s'est écroulé ensuite sur la suite de la saison. Christian Lundgaard, c'est un pilote qui est plutôt rapide de pole position. Malgré tout, c'est un pilote qui est en rythme de course. L'année dernière, avait souvent du mal sur les derniers tours des manches F3. Donc, il faudra voir s'il a réussi à progresser dans ce domaine. Surtout que les pneus, pour les ingénieurs, ça ne sera pas facile à comprendre. Encore une fois, on passe des 13 pouces aux 18 pouces, qui va engendrer énormément de modifications dans le comportement des voitures, mais également dans la manière dont les pneus vont chauffer, dans la manière dont les pneus vont se déformer, vont réagir également, et sur les pressions de pneus. Donc il y aura beaucoup de choses à apprendre cette année avec ces 18 pouces. On passe du côté de chez Carlin, et pareil que chez ART, 2 jeunes pilotes chez Carlin, 2 débutants. Il y a un pilote qui est soutenu par Red Bull depuis de nombreuses années, qui fait partie de ce qu'on appelle la filière Toyota, enfin la filière Honda, pardon, la filière japonaise, mais qui est soutenue par Red Bull depuis maintenant quelques années. C'est notre ami Yuki Tsunoda, qui avait fait une saison très intéressante l'année dernière en F3 pour un débutant, qui avait gagné une victoire, qui avait fait 3 podiums. Lui aussi, ça fait partie des pilotes qui avaient très bien fini la saison de F3. Il avait débuté doucement, et puis il avait plutôt bien fini. Malgré tout, sur l'ensemble de la saison, il n'avait marqué que 67 points, ce qui le classait 9e de cette catégorie. Il a fait également l'Euroformula Open, où il a fini 4e. Il faisait les 2 catégories en même temps. C'est un pilote qui peut être très performant, mais qui parfois fait quelques erreurs, et qui a du mal sur certains types de circuits. C'est-à-dire que l'année dernière, il avait été performant à Spa, à Monza, qui sont des circuits de vitesse. Il avait eu par contre beaucoup plus de mal sur des circuits un peu plus techniques comme Barcelone. Je me souviens qu'à Barcelone, il était plutôt très très loin, où c'était du côté du Paul Ricard aussi, où il avait eu une course un petit peu difficile, notre ami Tsunoda. Face à lui,
et comme coéquipier face à lui, mais également comme équipier, là, Jehan Daruvala, qui est un très bon pilote indien. C'est la relève indienne, hein, après des pilotes qui, on se souvient tous, ont été assez... Narendra Karthikeyan par exemple, qui n'étaient pas les meilleurs au monde. Là, c'est la relève un petit peu indienne. C'est un pilote qui est toujours placé, mais n'a jamais vraiment été vainqueur d'un championnat. L'année dernière en F3, c'est le pilote qui, je vais dire, a menacé le plus longtemps Robert Schwartzman jusqu'à la Russie. Malgré tout, il a eu une fin de saison très difficile, Jehan Daruvala. Des problèmes techniques en Russie par exemple, ce qui fait qu'il a fini simplement 3e malgré 2 victoires et 7 podiums, et c'est un pilote qui reste très très régulier. C'est un pilote qui est aussi, je trouve, intelligent. Il gérait souvent très très bien les deuxièmes courses, il gérait très bien les pneus parce qu'il avait souvent un très bon rythme en fin de manche en F3. Donc là, avec les nouveaux pneus, on va voir ce que ça va donner. C'est peut-être un avantage même pour les nouveaux pilotes, pour les pilotes débutants qui n'ont pas les réflexes que pourraient avoir d'anciens pilotes de Formule 2. Donc ça peut être très intéressant pour Jehan Daruvala. On continue, la vidéo va être plus longue que prévu. On continue avec Campos Racing. On va aller assez vite sur Campos avec Jack Aitken. Le meilleur pilote du monde, Jack Aitken, il faut le dire. C'est surtout un pilote qui, je crois, a laissé passer le wagon. L'année dernière, il était dans l'académie Ferrari. Cette année, il a rejoint l'académie Williams. Il était dans l'académie Renault, pardon, j'ai dit Ferrari. Il était dans l'académie Renault, il rejoint l'académie Williams. Mais c'est un pilote qui est déjà à sa 3e saison de Formule 2, qui a déjà vagabondé dans pas mal de championnats, qui a maintenant 24 ans. Et là, on est à l'âge, on va dire, critique. S'il ne gagne pas le championnat, il ne montera jamais en F1. Et c'est peut-être même déjà trop tard pour Jack Aitken. Il est en plus pas dans la meilleure équipe. Campos, c'est une équipe qui a peu de moyens, qui est l'un des petits poussés de la catégorie. Donc ça risque d'être un peu difficile pour un pilote qui pourtant avait été très bon en Formule Renault 2 litres, mais qui a eu du mal depuis à être ultra performant, et surtout il a fait des mauvais choix. Par exemple, quand il est 2e des GP3 Series, l'année d'après en F2, ça se passe plutôt pas trop bien. Donc c'est vrai que c'est un pilote qui est un petit peu en difficulté désormais. Il sera avec un pilote brésilien, Guilherme Samaya, un pilote payant, double champion du Brésil de Formule 3. Champion dans la catégorie, on va dire réunie, puis catégorie light. Alors je sais pas c'est quoi la différence, je peux vous dire que là, je ne maîtrise pas totalement le championnat brésilien de Formule 3. Il avait été vice-champion dans la catégorie, je pense, réunifiée des Formule 3. Là aussi, c'est pas un pilote qui nous a émerveillé depuis, pas excellent en Euroformula Open l'année dernière, mais je ne suis pas convaincu qu'il soit hyper performant. On continue avec Charouz, là aussi un autre pilote qui doit maintenant s'imposer, lui qui a remporté les 24 heures du Mans virtuel, c'est lui Deletra. Il a 23 ans maintenant, il faut vraiment qu'il passe la vitesse supérieure en Formule 2. Il a eu du mal depuis l'année dernière, mais depuis toutes ces saisons en Formule 2, ça s'est pas très bien passé. L'année dernière, on pensait que chez Carlin, il allait passer le cap, et puis ça s'est pas bien passé chez Carlin, qui a été une équipe en difficulté pendant une grande partie de la saison. Il rejoint Charouz, où il avait déjà piloté en 2018, où il avait fini 10e, mais là aussi il avait eu un peu de mal. En 2017, il avait fini 17e. Enfin, c'est un pilote qui est intéressant parce qu'il a quand même fini deuxième des formules 3.5, mais à l'époque où c'était une formule qui ne comptait plus du tout. Champion quand même de Formule Renault, du championnat NEC, le championnat d'Europe du Nord. Ça reste un pilote qui a du talent, ça c'est indéniable, on l'a vu sur certaines courses l'année dernière, il fait quand même 3 podiums, mais c'est un pilote qui a du mal à être constant sur toute la saison, et puis on attend qu'il passe un cap. Après les podiums, on attend ses victoires en F2, et c'est vrai que cette année ça va être vraiment très important. Malgré tout, c'est un pilote qui a la particularité d'avoir déjà la super licence pour la F1. Donc ça peut l'aider pour l'avenir, mais il faudra qu'il gagne le titre pour le moment, Louis Deletraz. Et puis il sera accompagné de Pedro Piquet, le fils de Nelson Piquet. Bon, il m'a pas émerveillé en Formule 3.
C'est un pilote qui pourtant a fait 3 saisons en F3, F3, GP3, en championnat d'Europe et en GP3, mais il n'a pas été époustouflant. L'année dernière, il fait 5e avec une victoire. L'année d'avant, il avait fait 2 victoires. Mais c'est un pilote qui est capable vraiment du meilleur comme du pire. C'est-à-dire, c'est un pilote qui n'hésite pas à mettre des petits coups de volant et qui parfois va un petit peu au-delà des limites. On continue chez MP Motorsport avec Matsushita. Lui, il a largement laissé passer le train parce qu'il a 26 ans désormais. C'est l'un des pilotes les plus âgés, avec certainement Sean Gelael. Ouais. Toujours alors je sais plus s'il est encore soutenu par Honda. C'est un pilote qui a gagné quand même l'année dernière à Monza. C'est un pilote qui a gagné même 2 courses l'année dernière en Formule 2, qui a fini 6e du championnat. Mais on s'attendait quand même à mieux de la part de Matsushita. En Super Formula, là aussi, il a plutôt déçu. C'est un pilote qui déçoit assez régulièrement. Depuis plusieurs années, Matsushita. Sa dernière victoire dans un championnat, c'était le championnat du Japon de Formule 3 en 2014. Donc voilà, il faut reconnaître que ça fait un sacré bail et désormais on est en 2020, donc ça risque d'être un petit peu difficile dans une équipe, encore une fois MP Motorsport, qui est pas une très bonne équipe du championnat, donc ça risque d'être un petit peu difficile. Il sera accompagné de Felipe Drugovich, alors qui est à la licence brésilienne. Il est né au Brésil, son nom ne l'indique pas. Il a piloté l'année dernière en F3, il a marqué des points à une seule reprise en F3, c'était du côté du Hungaroring. Malgré tout, c'est un pilote qui a été champion d'Espagne de Formule 3, d'Euro Formula Open aussi. Bon, la même année, il faut savoir que le championnat d'Espagne de Formule 3 se déroule pendant les meetings d'Euro Formula Open, donc c'est un petit peu la même chose. Champion à MRF Challenge également, 3e du championnat d'Allemagne de Formule 4 en 2017. Malgré tout, c'est pas le meilleur pilote au monde en F3, il a fini très loin. On attend de voir ce qu'il peut donner en F2, mais je m'attends pas à des merveilles. Ça sera quand même mieux que Raghu Mathan qui était dans cette même équipe l'année précédente. On trouve ensuite notre premier pilote français, c'est Giuliano Alesi. Giuliano Alesi, qui on attend qu'il fasse des étincelles depuis la GP3 où il a fait 3 saisons sans être ultra performant. Ses victoires, il les a toujours acquis en course 2. C'est-à-dire avec la grille inversée. Il n'avait pas été non plus ultra performant au championnat de France de F4. Il est surtout là parce que son père a de l'influence, Jean Alesi. Malgré tout, ça n'a pas été facile pour lui pour trouver un volant. Il a dû, Jean Alesi, vendre sa F40. Donc c'est pour dire que même pour un pilote comme Giuliano Alesi, malgré le patronyme, cette année, avec les problèmes de sponsoring, ce n'est pas facile. Et puis, pour l'instant, je n'ai pas été émerveillé par son talent. L'année dernière, il a eu beaucoup d'abandons sur la saison par des erreurs de sa part, des erreurs de pilotage où il avait pendant tout le début de saison, je crois qu'il a abandonné quasiment sur toutes les courses où il faisait 3 tours et puis ensuite il a abandonné. Donc à lui de progresser dans ce domaine-là. Il avait aussi délaminé un pneu par exemple à Bahreïn. Donc j'attends de voir s'il est ultra performant, mais pour l'instant je ne suis pas vraiment convaincu. On continue avec Markelov, qui est son coéquipier, 25 ans. Lui, il vient surtout pour tenter de remporter le titre en Formule 2. Il vient pas là pour s'aguerrir. C'est un pilote qui a énormément d'expérience, qui a fait du Super Formula, qui a fait également un peu d'endurance à thème Markelov. C'est un pilote qui parfois était très bon en Formule 2. Parfois a eu un peu plus de mal. Je crois qu'en 2017, il finit 2e. C'est là où il a raté le moment où il devait passer le cap. Depuis, il a un peu plus de mal et ça se ressent l'année dernière lors de ses piges pour remplacer à la place d'Antoine Hubert. Je sais pas trop comment on doit dire, ça avait été un petit peu compliqué. On passe maintenant dans l'équipe Prema, un duo de pilotes qui risque de faire des étincelles, Mick Schumacher et Robert Schwartzmann. Pourquoi ? Parce que Mick Schumacher est attendu la saison dernière, ça a été assez compliqué pour lui avec une seule victoire, un classement très moyen où il finit 2e derrière Callum Elliott, derrière Antoine Hubert, derrière Gu Manzhou. Alors je crois que non, pardon, derrière Antoine Hubert, non, je crois qu'il était juste devant Antoine Hubert, il a passé Antoine Hubert du côté d'Abu Dhabi.
C'est un pilote qui faisait souvent partie de mes flops l'année dernière lors des débriefs Formule 2. C'est un pilote qui est plutôt en difficulté. Il a eu du mal à passer du championnat d'Europe de Formule 3 où il avait été champion à la F2. Bon, lui aussi, le patronyme Schumacher, je suis pas sûr que ça soit une aide pour lui. C'est parfois un inconvénient, j'ai l'impression. Il a du mal à le supporter l'année dernière. Il a été mis en avant énormément. Et on sentait qu'à certains moments, ça lui pesait vraiment beaucoup à Mick Schumacher. Mais il est sous pression, pourquoi? Parce que son coéquipier, c'est le champion de F3 qui a dominé la saison l'année dernière avec Premac, qui a été exceptionnel dans sa gestion des courses 2 et dans sa gestion également en vitesse pure. Il a été très bon aussi. Et dans ses moments faibles, un peu plus faibles, où il a également été excellent pour marquer des points à des moments où il n'était pas aussi performant que ses équipiers. C'est Robert Schwartzman, soutenu par SMP, soutenu également par l'Académie Ferrari, et qui, je crois, est la nouvelle pépite de Ferrari, surtout s'il était performant en F2. Donc ils seront en opposition directe et ça risque de faire des étincelles entre les deux parce qu'il y aura une vraie guerre entre ces deux pilotes. On passe ensuite chez Trident. Je pense que Trident, on risque plutôt de les voir en fond de grille et dans des accidents. Il y a Roy Nissany, pilote israélien, qui a jamais été exceptionnel, qui est plutôt un pilote payant, qui est le fils de Shanor Nissany. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est un pilote qui avait fait de la F1 à 42 ans chez Minardi en tant que pilote d'essai. Il a été pilote du vendredi, je crois que c'était du côté du Hungaroring, il avait fini à 15 secondes autour des meilleurs. Donc voilà, c'est son fils. Il a pas vraiment... c'est un peu comme le fils d'Alex Young qu'on a vu en virtuel à 24 heures du Mans. J'ai l'impression qu'il a hérité des gènes de son père. C'est pas vraiment la vitesse, mais plutôt les moyens qui lui permettent d'accéder à cette catégorie. Pareil pour Marino Sato. C'est pas le meilleur pilote au monde. Champion quand même d'Euro Formula Open l'année dernière, mais c'est très rare quand même qu'un champion d'Euro Formula Open passe directement à la Formule 2. Les moyens aident pas mal le pilote japonais. Il n'est même pas dans la filière Red Bull Honda, faut savoir, Marino Sato. On finit avec la dernière équipe qui a été le Grand Prix, qui a décidé donc de recruter Nikita Mazepin et Luca Giotto. L'année dernière, Nikita Mazepin qui venait directement du GP3, c'était une saison débutante qui a été extrêmement difficile chez ART, où il a fini très très loin, 18e simplement. On l'avait même dégagé avant la dernière manche du côté d'Abu Dhabi pour manque de performance. Un pilote qui a quand même fini deuxième des GP3 en 2018, mais après de multiples tentatives dans d'autres catégories de formules de promotion. On peut pas dire qu'il nous a ébloui par son talent lors de ces différents passages dans les différentes formules de promotion. Et puis Luca Giotto, lui, il vient pour le titre. Lui, il ira plus en Formule 1, hein. Il a 25 ans désormais, Luca Giotto. C'est un pilote qui jouera le titre certainement. Après, c'est un pilote qui est trop fougueux pour moi pour pouvoir faire quelque chose. L'année dernière, il a fini 3e du championnat, mais il a raté beaucoup d'occasions de devancer ses petits collègues dans la catégorie. Et ça a été le cas plusieurs fois en F2. Donc, c'est un pilote qui est présent en GP2 depuis 2016, donc dans cette catégorie-là, F2 GP2 depuis 2016. Et il a été régulièrement, il a été placé tout le temps, mais il n'a jamais réussi à jouer le titre et c'est un petit peu dommageable pour lui. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Du côté de la Formule 2, ce qu'on fera sur les week-ends, c'est qu'on débriefera à chaque fois la catégorie Formule 2. Alors un peu plus tard dans la semaine, il y aura normalement la F1 le lundi soir ou le mardi. La F2, ça sera parfois le mercredi ou peut-être le jeudi. C'est un peu comme la F3, on verra comment on arrivera à gérer au niveau du timing, surtout s'il y a le Tour de France. Il y a des fois où je pense que je vais avoir du mal à dormir. Je vais passer des très très longues journées. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi. Et puis nous, donc on se retrouve la semaine prochaine pour faire le débrief du premier week-end de ce championnat de Formule 2. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.